Ça ne me dérange pas de montrer le bordel. Vous allez voir tout l'univers McQueen. Tout le bordel, toute l'œuvre d'Alexander McQueen. L'illusion d'Alexander McQueen. Parce qu'au final, c'est mon illusion. L'illusion créée par Alexander McQueen. Mes défilés sont mon théâtre. Et quel théâtre, les défilés les plus saisissants. Le 10 mars 2009, le monde de la mode est convié au palais Omnisport de Paris-Bercy pour le nouveau défilé d'Alexander McQueen. On est à la fin du marathon mode qui dure depuis 3 semaines. La plupart des invités sont épuisés, la rétine saturée de vêtements présentés à New York, puis Londres, puis Milan, puis Paris. Mais tous savent qu'un défilé McQueen, c'est la promesse d'une mise en scène hors du commun et de vêtements spectaculaires. Et ce qui va se passer sera au-delà de l'imagination de tous. Le défilé s'appelle Horn of Plenty, le nom du bar où a été vue la dernière victime de Jack l'Éventreur. Ce que tous ignorent, c'est qu'un décompte tragique commence ce soir-là. Il y aura 6 mois plus tard, Plateaux Atlantis, considéré comme un chef-d'œuvre. Et puis un dernier défilé homme méconnu mais plus que prémonitoire. Et ensuite, le créateur anglais le plus doué de sa génération mettra fin à ses jours. Je pense que ma vie ferait un bon film. J'ai une vie chaotique. Voici les 4 dernières collections d'Alexander McQueen, un requiem de ce qui a été sa vie et une tentative hallucinante de réfléchir au futur de la mode, de la société de consommation. Voici le testament d'Alexander McQueen. Le public a pris place autour d'une montagne de déchets, un bûcher calciné, le premier modèle apparaît. Les lunettes de soleil, le tailleur couture exagéré, singé, les mains sur la taille comme dans les défilés haute couture. Le chapeau parapluie, le tweed cher à Coco Chanel, les hanches marquées comme les tailleurs du New Look bourgeois de Christian Dior. Les gants comme chez Schiaparelli ou Paquin, mais les proportions du chic classique à la française semblent avoir dégénéré. Un abat-jour plumé, un chemisier sac poubelle, toute la peau gantée de cuir, du goudron et des plumes. Et surtout, bien sûr, cette bouche rouge, géante, énorme, grotesque, c'est le maquilleur Peter Phillips qui l'a réalisé à la demande d'Alexander McQueen. L'inspiration majeure, c'est ça, la bouche rouge, géante, énorme, grotesque de l'artiste australien Lee Bowery. Je crois très fort en moi, je crois vraiment à ma vision des choses et je reste fidèle à moi-même. McQueen a vu ses spectacles et l'a côtoyé aux fêtes délirantes du Londres des années 1990. Mes influences viennent de tout ce que je vois, du clochard dans la rue ou de la drogue dans les clubs. L'énergie de la scène des clubs, des drogues, du sexe. Je suis un acteur de la scène gay londonienne depuis mes 15 ans. J'ai tout vu, j'ai tout fait, donc vous savez, j'ai de l'expérience et ça ressort dans mes vêtements. Lee Bowery dansait au fait appelé Kinky Girlinky, où on se déguisait outrageusement. Alexander McQueen, torché et lubrique, y a vu des voiles de dentelle et un faux sac Chanel sur la tête pour pasticher le luxe, des folles en latex, des tenues de plumes, des harnais SM et des chaînes à la ceinture, soit des fantasmes que l'on va retrouver dans ce défilé Horn of Plenty, la corne d'abondance. La parade noir et blanc continue, un collier Maasai sous une robe pied de poule mazoutée, une de ces femmes qu'affectionne McQueen parce qu'elle fait peur en entrant dans la pièce. Pour le noir et blanc, il s'est inspiré de la fameuse scène des courses d'Ascot dans le film My Fair Lady. Une grande bourgeoise la suit, Cruella de Vil dans son manteau de fourrure, les chaînes comme celles vues sur les tenues SM des fêtes Kinky Girlinky. Et un sac de 100 kilos en croco bien trop grand, comme sa bouche cramoisie. La femme est noyée dans son manteau à la Paul Poiret, elle semble trépanée. Elle enlève les mains des poches et prend une pose d'aliénée ou raillerie du glamour maniéré des années 50 dans les magazines. Encore une tenue de tweed, mais elle paraît avoir été grande ouverte, tranchée d'un grand coup de ciseau, et McQueen a tendance à couper comme cela, à coups de ciseau vengeur. Très bien, vous êtes prêts? Le voilà dans son studio, filmé en 1997 par la journaliste française Marie-Christiane Marek. Il a 27 ans.
Quand j'ai commencé, l'équipe finissait un vêtement et j'ai demandé des ciseaux pour tout découper. Ils paniquaient. Mais qu'est-ce que tu fais? Et j'ai coupé. Un enjoliveur posé sur la tête, il pourrait venir de la pile de déchets sur laquelle on distingue un lustre, un cheval de manège, les pions d'un échiquier, des cornes. Il s'agit en fait d'éléments d'anciens décors de défilés d'Alexander McQueen. Horn of Plenty est une charge contre la société de surconsommation, la planète devenue décharge, surexploitée, surpolluée. Il a imaginé tout ceci à partir d'octobre 2008, alors que le monde subissait une crise économique majeure, déclenchée une énième fois par la spéculation et le surendettement à outrance, mettant à genoux une grande partie de l'Europe à 2 doigts de la cessation de paiement. Et on sait ce qu'ils pensent des banquiers depuis qu'il les a représentés ainsi 3 ans plus tôt. Des robots sans âme, lisses et déterminés, le regard vide, la démarche décidée, fonçant droit vers les profits dans le costume impeccable, imperméable à tout scrupule. Tout est à vendre. Tout. Alexander McQueen l'a dit, sa mode parle du monde contemporain et le commente. En octobre 2003, il a déjà repris le thème du film « On achève bien les chevaux », où des malheureux dansent jusqu'à l'épuisement pour une prime chimérique, victime du système, du spectacle, du capitalisme, inspiré par la grande crise de 1929. Il y a toutes les émotions des défilés McQueen. La tristesse, la joie, le désespoir. Ça parle de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les danseurs courent frénétiquement comme des hamsters. Ils chutent et reprennent la course. Métaphore de la mode, mais pas que. Kate Moss au premier rang jubilait. François Pinault, le propriétaire de la marque, était plus circonspect. Dans ce défilé, les vêtements les plus luxueux deviennent de plus en plus pauvres. Les danseurs se désarticulent. C'était glamour, mais d'ici la fin, ça va devenir clochard. Ça se termine par la mort d'une des danseuses. Laissé comme ça au milieu du parquet, ramené en coulisses par Alexander McQueen et le chorégraphe Michael Clark, applaudi bras levés par Anna Wintour. Jusque-là, c'est avec ce défilé qu'il récolte les meilleures critiques de sa carrière et le respect unanime. Ça vous a plu? Cool, cool. Mais vraiment, c'est incroyable. C'était beaucoup de travail. Je suis épuisé. Mais je crois que ça valait le coup. Merci pour ce très très beau défilé. Merci. Vous avez aimé? Pour vous, c'était plutôt de la mode ou du spectacle? De l'art. Et voilà Harlequin, un clown noyé dans les losanges typiques du pitre qui, selon la tradition de la Commedia dell'arte, a autant de personnalité que de losanges. Paresseux, bouffon, menteur, un peu idiot. Des losanges qui signifient aussi un vêtement rapiécé et ici, Alexander McQueen récupère beaucoup. Ce chapeau sac plastique posé sur la tête, c'est l'un des points de départ de son processus créatif. L'idée vient d'une photographie par l'artiste Hendrik Kerstens de sa fille Paula. Tous deux sont d'ailleurs présents ce soir-là dans l'assistance. La photo, la voici. Une robe dans un taffetas qui donne l'impression d'être un sac poubelle qui va presque étrangler celle qui le porte. Une corde ceinture, une muse, prête pour la déchetterie.
Un bustier composé d'éléments de harnais SM, de lanières en cuir ajourées comme des muselières déconstruites sur une robe de bal, millefeuille corbeau. Une femme bafouée, un McQueen misogyne, c'est une question qui a taraudé ses détracteurs depuis le début avec ses images d'ultraviolence, de mannequins qui semblaient parfois torturés, maltraités. Bien sûr, il y avait une part d'opportunisme pour se faire remarquer, des traces de pneus surtout pas subtiles sur les vêtements, voire sur le corps, choquer pour choquer. Avant, il y a quelques années, je pratiquais la tactique du choc pour attirer l'attention de la presse et pour affirmer mon point de vue. Et c'est vrai que son homme aussi se prend des traces de pneus et des vêtements arrachés. Le sommet de la provocation, ce sera ce défilé scandale, The Highland Rape, le viol de l'Écosse en 1995. Alexander McQueen a des origines écossaises et travaille le tartan du clan McQueen rouge, noir et jaune. Il veut relater et condamner l'agression de l'Écosse par les Anglais au XVIIe siècle. Il rappelle que le tartan a été séditieux. Les Anglais ont interdit aux Écossais d'arborer ces signes claniques et pendant un temps, porter du tartan a été puni de bagne. Les vêtements sont lacérés. Les entrejambes sont déteints, signe qu'elles ont uriné de peur. La presse anglaise est révoltée, parle d'horribles plaisanteries, d'insultes faites aux femmes, d'exploitation du viol devenu divertissement. McQueen répond sans montrer son visage aux caméras, parce qu'à ce moment-là, il survit encore grâce au chômage et ne veut pas se faire repérer par l'administration. Ce soir, j'ai raconté comment ça s'est passé, quand les Anglais ont violé des femmes, abattu les emblèmes, anéanti les clans. C'était comme un génocide à l'époque, et les gens ne le réalisent pas. Il est devenu célèbre au milieu des années 1990 avec son Bumster, un pantalon tellement taille basse qu'il frôlait franchement le pubis, allongeant ainsi le buste. Tout au long de sa carrière, il créera des vêtements et des mises en scène où les femmes semblent en danger, manipulées, traumatisées. Et il revendiquera les 120 jours de Gomorrhe du marquis de Sade comme inspiration. Une femme avec une couronne d'épines ou des ronces en collier, ou alors une immense épine de rose sur la tête, mais en fait une femme porc-épic, reine de la jungle, prête à attaquer, féroce, surtout jamais fragile ou innocente. Le romantisme en mode lui apparaissait comme la pire chose, la vraie misogynie qui réduit les femmes à une fragilité, une vulnérabilité. Toujours en mode récup, une tenue empilement de chambre à air. La folle qui s'habille avec des pneus trouvés dans un terrain vague ou une décharge sauvage. Un monde absurde où la splendeur vient de l'apocalypse écologique annoncée. Une dame qui s'emballe dans son pull de maille. On devine un hommage à Little Eddie, cousine de Jackie Kennedy, mais abandonnée à elle-même avec ses chats, devenus à moitié cinglés et filmée dans le documentaire culte Grey Gardens. Le mieux, c'est de porter des collants ou quelque chose sous une jupe courte, je pense. Après, vous avez les collants sous la jupe et vous remontez les mi-bas sur les collants, sous la jupe. Et puis une grande crinoline dont le motif rappelle le kabuki, le théâtre traditionnel japonais avec une grande ombrelle. On est en plein délire couture. Et la haute couture, McQueen l'a appris à la grande école. Il a 27 ans quand il est embauché pour reprendre la maison Givenchy. Alors Givenchy c'était ça, Hubert Taffin de Givenchy, faisant une couture on ne peut plus classique et raffinée. J'ai pensé, il y a ce mot très à la mode qui est décontracté, de faire pas mal de modèles souples, faciles. Facile à porter, pas facile à faire. Et Givenchy par Alexander McQueen, ça deviendra ça. Que pensez-vous faire pour la mode à Paris? La défoncer. Sa toute première collection couture avec Icare dans le décor et McQueen va un peu se cramer les ailes en allant trop près du soleil. Des robes décorées avec des guirlandes de lierre en plastique bombées d'or à la hâte. Des tours de passe-passe de coupe qui éblouissent au premier abord, mais quand on fait un arrêt sur image, ça crie la maladresse et une asymétrie involontaire.
Les journalistes français ne sont pas préparés au mauvais caractère trempé et antagoniste du jeune McQueen. À ce moment-là, pour Paris, la modernité, c'est plutôt le minimalisme d'Helmut Lang. Et quand on parle aux figures de la mode, on est habitué à la poésie d'une Sonia Rykiel ou à Christian Lacroix qui parle comme un livre de Marcel Proust. À vrai dire, la plupart des journalistes français ne parlent pas très bien anglais. You are very young. What do you attend now? Is there a way you want to explore anymore? La communication avec le couturier londonien est difficile et lui ne cherche pas à plaire, envoie bouler. Ne me posez pas de questions sur le passage à l'an 2000. Quoi? Il apparaît devant les caméras françaises clairement déchiré, assoiffé, la pupille dilatée. Ecstasy, cocaïne, les synapses se touchent. Vous avez aimé cette présentation? Je ne comprends pas la question. Et ces thank you ressemblent à des fuck you. McQueen, surmené par 14 collections par an, fera des catastrophes comme ce prêt-à-porter de 1997. En Angleterre, le Times parlera de désastre absolu. Quelques jours plus tard, l'air désespéré, il se justifie. Je suis Alexander McQueen. J'aime les effronter. J'aime quand les femmes sont féminines, fortes et sexy. Mais heureusement, avec Givenchy, McQueen a accès à des ateliers parisiens et ses parades de haute couture vont devenir des spectacles de plus en plus sophistiqués, où ses visions d'Écosse mythique ou de Japon vénérable vont prendre une ampleur fantastique. Il restera 5 ans dans la maison avant de claquer la porte pour se consacrer uniquement à sa marque. La période Givenchy, comme vous savez, a été traumatisante. J'avais 26 ans quand j'ai commencé là-bas. Quand j'y repense, je ne comprends toujours pas comment j'ai fait, comment j'ai tenu pour réaliser 14 collections par an. C'était incroyable. De son expérience en couture, il gardera un sens du sublime, de la robe à couper le souffle. Ornée, travaillée, d'un classicisme absolu et assumé, la maîtrise technique au-delà des audaces. Mais il ajoutera aussi du soufre à la respectable maison, comme lorsqu'il pirate un des masques de Lee Bowery pour en faire ça, une version couture à 100 000. La robe rouge et noire s'est soulevée sur le côté, restée bloquée dans le mouvement comme figée dans le luxe, menottée par sa coquetterie. La bande-son à ce moment-là braille She's a Bitch, c'est une garce. Les pieds de poule mutent et deviennent des oiseaux. La pose devient une grimace, un rire de folle inquiétante. La folie est un thème récurrent chez Alexander McQueen, mannequin incarcéré dans une boîte comme un asile, avec des vêtements puzzle, des châteaux sur l'épaule, le rire dérangé. Après s'être épuisé au travail, le père du créateur fera des séjours confinés dans des maisons de repos. Cela marquera fortement le jeune McQueen qui proposera régulièrement des allégories d'aliénation mentale dérangeantes. Une allusion au rouge Valentino, symbole de la couture vieille école. La fétichiste de la fourrure de luxe, cliente singe, effarante, yéti de mauvais augure. Une jupe en raffia, des plumes noires et rouges, un chapeau comme un œil dilaté, explosé. Et Alexander McQueen se bat encore contre l'addiction aux drogues à ce moment-là, notamment au crystal meth, particulièrement addictif et qui fait exactement ça au cerveau.
Ça s'aggrave dans une parodie des volumes à la Cristobal Balenciaga des années 50, quand l'industrie du luxe devient une farce. La tête semble ouverte, remplie de détritus. La robe entièrement faite de plumes, un canari sinistre. Les oiseaux viennent régulièrement picorer les têtes des mannequins de McQueen, festival de taxidermie. Il encadre les visages avec des ailes. Il colle des ailes. Il pose des queues de pigeons rigides dans le dos des redingotes. Il cite constamment le film d'Alfred Hitchcock, Les Oiseaux, faisant le pèlerinage sur le lieu du tournage et reprenant les tailleurs frigides de l'héroïne. Faisant la fortune des plumassiers, la plume sera pendant toute sa carrière une de ses matières préférées. La malheureuse disparaît sous le voile, sous le harnais, sous un imprimé démultiplié de serpents, sous des couleuvres rouges, étouffement. Une tenue pour l'apocalypse, une armure totale. Les éléments d'armure, les aumes, les cales de tête, les côtes de mailles, les spalières articulées, les cuirasses, les chevaliers peuplent les défilés de McQueen. Défensifs, invincibles, samouraïs, menaçants. Des protections parfois paradoxales quand elles étaient en verre. C'est ça la couture pour moi. Des trucs qu'on ne trouvera jamais ailleurs, qu'on ne pourrait jamais trouver ailleurs. Et on ose imaginer ce que ça fait à un corps, une armure en verre qui se brise. Ok, c'est dommage. Il est cassé. Mais sa femme, il la voyait carénée, protégée, blindée, cuirassée par un poitrail volé à ceux des centurions. Et voici les deux signes. Le signe blanc, inspiré de l'affiche de The Hunger, avec Catherine Deneuve et David Bowie. Et le signe noir, avec son bec rouge. Alexander McQueen a prévenu, ce défilé marque la fin de la première partie de sa carrière, la fin d'un cycle. Le défilé est d'ailleurs un best-of de ses créations retravaillées. L'imprimé Oiseau noir et rouge, il était déjà apparu en 1995. La robe à rayures noir et rouge, on l'avait aussi déjà vue survolant la salle en 1999. L'armure en aluminium aussi était déjà apparue, ainsi que la jante, la cornette blanche, l'arlequin et même le signe noir. En fait, on vient de revisiter sa carrière caricaturée, gonflée, enflée, hideuse, prête à être jetée pour laisser place à la nouveauté. S'il jette les oripeaux de sa jeunesse alors qu'il a 40 ans, son prochain défilé sera le premier de sa phase adulte. Un défilé de l'après-catastrophe industrielle, d'après la fonte des calottes glaciaires. Il sort en chemise, mais à l'origine, il voulait saluer déguisé en rat et grimper sur le tas d'ordures. Mais au dernier moment, alors que le costume est prêt, il a abandonné l'idée. Son défilé suivant a lieu 6 mois plus tard, le 6 octobre 2009, et va s'appeler Plateaus Atlantis. Quelques heures avant le défilé, Alexander McQueen, debout sur son décor, explique à un journaliste de CNN pourquoi son défilé sera le premier à être retransmis en direct sur le net. Le défilé ne coûte pas loin d'1 million pour 10 minutes. Donc il y a une logique économique pour moi à avoir un public plus large que celui de cette salle. Comme ça, quand le défilé est terminé, on peut le voir en ligne. Je veux que tout le monde ressente l'impact du défilé instantanément. Je ne veux pas qu'il soit remonté. Je suis le seul à avoir l'esprit d'Alexander McQueen. Toutes les idées viennent de mon cerveau. L'Atlantide de Platon, la ville mythique engloutie, le sanctuaire ultime.
Contrairement au défilé précédent, il a refusé de consulter des références artistiques. Ici, il veut que tout soit neuf, même s'il y a encore quelques repères visuels qu'il triture. Premier choc, les chaussures vertigineuses, appelées armadillo, du nom de cet étrange mammifère d'Amérique centrale. Elles sont en bois, 3 mannequins prudentes ont refusé de les porter. Les caméras sur des bras robotisés filment les mannequins et la foule mode. Ce n'est pas la première fois que des robots apparaissent sur son podium. La dernière fois, c'était en 1999. Les mannequins vont avoir des prothèses de mutantes sur les tempes et des cheveux ailerons. C'était inspiré de Charles Darwin, de l'évolution de l'homme, un regard porté vers le futur, comment les gens évoluent et commencent à muter. L'évolution darwinienne à laquelle pense McQueen, c'est celle qui pourrait survenir après le réchauffement climatique, un nouveau monde amphibie. Les femmes de son défilé précédent étaient masquées ailleurs. Cette fois-ci, elles sont encore dans une autre dimension, des femmes poissons. L'eau est un thème récurrent chez McQueen. Il a fait de la natation de compétition quand il était enfant, encouragé par sa mère Joyce. Alexander était un très bon nageur, à 8 ans déjà. Il a fait des podiums aquatiques pour que ses créations semblent littéralement marcher sur l'eau. Des podiums fontaines, des podiums aquarium et des aquariums, il en a partout chez lui. Il a fait des robes de larmes, des broderies écailles. Il a fait le défilé sur des bacs d'eau injectés de liquide sombre. Des défilés sous la pluie, mais surtout pas une pluie romantique, une douche dorée, soit une golden shower, référence à une pratique sexuelle urophile. Je voulais vraiment appeler le défilé Golden Shower. La douche dorée est une pratique sexuelle. Ce que la pauvre Janet Jackson n'avait pas bien compris sur le coup. J'ai adoré la pluie, c'était très original. La pluie tombait à torrent, le maquillage commençait à couler et les filles sautaient dans les flaques d'eau. Du génie. Vraiment, je suis subjuguée. Il est tellement formidable. Il aime la mer et s'achète une maison de vacances face à la Manche. On peut voir tout là-bas, on peut voir Douvres. Il y a le satellite ici pour les bateaux. J'aime le truc technologique, au beau milieu de la campagne. La patrouille maritime, je sens que c'est une bonne idée pour un défilé. Il a fait des robes de lambeaux de mousseline qui évoquent des naufrages marins. Il fait beaucoup de plongée. J'ai mon diplôme de plongée. Et l'un de ses défilés hommes les plus insouciants et commerciaux était une parade de combinaisons de plongée. Je faisais de la plongée aux Maldives avec des amis. Je plongeais avec des requins gris de récif. J'ai trouvé des dents, je les ai fait mouler en argent, puis je les ai mises autour des bras des filles, comme ça. Je prends l'inspiration partout. Rien ne m'arrête. Chaque tenue est un tour de force technique, des imprimés symétriques d'une complexité folle, inédite, et tous les panneaux de tissu ont été combinés pour que le motif se poursuive à chaque couture. Les ateliers n'en ont pas dormi. Les formes des robes dessinent de nouveaux corps, de nouvelles anatomies. Les mouvements du corps m'intéressent. En tant que créateur, on cherche à travailler avec des corps qui ont des proportions, des formes différentes. C'est ce qu'a fait Issey Miyake. Il essaie toujours de manipuler le corps, ou comme Rei Kawakubo, quand elle a fait sa fameuse collection avec des bosses. C'est ça le travail d'un créateur, transcender ce qu'est la mode et ce qu'elle pourrait être. Il faut briser le moule, c'est le défi d'un créateur. Sinon, c'est quoi l'intérêt? Je pourrais travailler pour la grande distribution, des trucs très commerciaux, mais ce n'est pas moi. Il faut faire des trucs que personne d'autre ne veut faire. Mais quelqu'un doit le faire pour faire avancer la mode.
La nature est une force d'inspiration extrêmement forte chez Alexander McQueen. Et c'est sa mère Joyce McQueen, présente à tous ses défilés, qui lui a inculqué cet amour de la nature. Ça vient du fait qu'on avait une caravane à la campagne. Je suis aussi une amoureuse de la nature. Je l'ai toujours éduqué dans le respect des animaux, des oiseaux, toutes ces choses-là. Et il a toujours aimé les livres sur les oiseaux aussi. Mais la nature anglaise, à travers ses yeux, elle est fantastique, obscène. Comment vous dites la bite et les boules en français? Les boules et le zizi, on peut dire ça gentiment comme ça. Des chaussures avec des éléments métalliques. Une combinaison qui rappelle celle de l'intérieur d'un scaphandre. Et dans cette séquence inédite filmée en 1998 en plein East End de Londres chez sa mère, elle se met à genoux, fouille dans la bibliothèque et va montrer 2 livres à la caméra. Le premier livre, c'est ce livre sur les clans écossais. Il a créé un de ses tout premiers défilés, The Highland Rape, en se basant sur l'histoire de ce livre. c'est celui qui a inspiré son défilé le plus controversé, le viol de l'Écosse, et tout l'ADN d'Alexander McQueen a été pioché là. On y retrouve des chevaliers, des pics sur la tête, des décolletés seins nus, des vestes rouges rebrodées d'or, des femmes avec une maison sur elles, des oiseaux, des serpents, des casques, des écharpes d'apparat, des rayures noires et rouges, des lacérations, des robes empire, des ceintures de cordes, des tartans mélangés à des armures, beaucoup de tartans. Et le second livre, le voici. Un ouvrage universitaire sur les frères Dean. C'est à propos de leur première grande découverte, l'épave du Marie-Rose. Des ancêtres de Joyce McQueen qui ont mis au point des scaphandres au 19e siècle. On est en 1998 et la mère d'Alexander McQueen vient de montrer l'un des premiers et le dernier défilé de son fils. On comprend alors qu'il y a beaucoup de clés dans ce salon modeste. À l'extérieur, une ville brutale et angoissante, mais à l'intérieur, un énorme canapé pour accueillir ses 6 enfants. Une mère aimante avec de grands cendriers de verre. Attentionnée, elle a fait des sandwichs pour l'équipe venue la filmer, les a posés sur une couverture en tartan. Sur la cheminée, 2 armures, une maison avec une glycine qui ressemble à celle qu'il s'achètera plus tard. Et sur le mur, les armoiries en bois sculpté des McQueen. Il y a le Pégase, le cheval ailé, un loup, un casque, une armure, et au-dessous du blason, cette devise en latin qui signifie « Je veux voir ce qui est au-delà, je veux voir des choses divines ». Dans une asymétrie glaçante, les fleurs fanées prennent l'apparence d'un corail mort. La mort qui rôde, commentaire sur la disparition annoncée des fonds marins. Une femme coquillage. Et McQueen a déjà fait des robes coquillages, demandant à la mannequin de la détruire pendant le défilé, commentaire sur la mode qui s'autodétruit toujours plus vite. Les couleurs presque fluo du Pacifique se teintent de rousseur, rouille ou hydrocarbures. Une eau salie et au moment de ce défilé, cela fait 6 mois qu'une plateforme pétrolière a explosé dans le golfe du Mexique, provoquant une marée noire qui ne s'arrête pas. Pour obtenir ces imprimés, le studio a travaillé à partir d'images satellites de surface marine. Le plastron évoque un trésor englouti de pièces de monnaie attaquées par la corrosion. Les images sur l'écran géant sont du photographe vidéaste Nick Knight. Les chaussures sont un spectacle à elles seules. Celles-ci sont inspirées de la créature sous-marine du film de James Cameron, The Abyss, un monstre extraterrestre qui tente de communiquer avec l'espèce humaine. Des chaussures sorties d'une imprimante 3D, technique ultra nouvelle à l'époque. Le manteau évoque l'apparence du pingouin.
visage commence à muter, des prothèses qui se posent sur les tempes, une femme qui peut respirer sous l'eau, un pantalon qui semble inspiré par les membranes respiratoires d'un cétacé ou les pattes d'une grenouille. Le défilé est une montée psychédélique, fluo, improbable, sexy, séduisante. Nouvelle forme, nouvelle humanité, nouvelle hauteur, nouveau visage modifié, nouvelle couleur, nouvelle harmonie. Parce que si la vision est pessimiste, elle reste une vision majestueuse. Alexander McQueen l'assume, il est un faiseur commercial. Je me considère comme très schizophrène. Je peux être très sombre, puis hystérique juste après. Très sexy, et ensuite pas sexy du tout. Je dois vendre, donc il faut trouver des compromis. Mais pas trop non plus, pour garder une intégrité artistique. Au milieu de ces défilés provocants, il y a toujours des vestes impeccables pour femmes d'affaires, des pièces qui se vendront, qui flatteront le corps. Je travaille toujours sur les proportions et les coupes. Généralement plutôt sexy. Ça doit être flatteur. Il a trop mangé de vaches enragées à ses débuts et sait qu'il faut jouer le jeu du commerce et de l'industrie. Et il n'a pas hésité quand une marque de bière lui a proposé de coller son logo sur le mur du décor et a accepté le parrainage d'American Express pendant des années. Ses défilés sont un savant équilibre entre ce qu'il fait pour satisfaire les acheteurs et ce qu'il fait pour lui. Vous savez, ce qui est important, c'est de vendre, c'est le business. Mais en même temps, ce qui motive les gens du studio, ce sont les pièces spectaculaires. Ils se disent, c'est pour ça qu'on travaille dans la mode. Et je pense que c'est excitant pour tout le monde. La bande sonore reprend les motifs d'un battement de cœur et les bruits de respiration en plongée. Et les femmes d'écume apparaissent. Leurs tempes ont muté. Des robes méduses. Encore une fois, la femme McQueen est prédatrice, urticante, avec une robe d'antenne sensorielle, des tentacules. Et voici le dernier modèle, une reine des fonds marins totalement recouverte d'écailles, une apparition. La presse est en délire, avec ce défilé, McQueen passe du statut d'enfant terrible à celui de prophète prodige. Le 18 janvier 2010, soit 3 semaines avant son suicide, a lieu ce qui sera le dernier défilé d'Alexander McQueen. Il s'appelle The Bone Collector, le Fossoyeur. Méconnu parce qu'il s'agit d'un défilé homme ayant eu lieu à Milan, il est pourtant un moment fort et particulièrement macabre, comme un décompte avant de mourir. Le décor est un ossuaire, des milliers de tibias, des milliers de crânes, un kaléidoscope d'ossements sur le sol, sur les colonnes, sur les murs. Et le message des vêtements est clair. La tête de mort, c'est un des motifs récurrents de la maison. Un de ses best-sellers, c'est le foulard à motif crâne. Ces écharpes, tout le monde les porte maintenant. Ces écharpes avec les crânes, les gens s'en sont emparés. C'est la nouvelle ceinture. Kate Moss en a une. Tout le monde porte ces écharpes crânes. Un crâne vanité décliné sur les boutons de manchette, les colliers, les bagues, les portefeuilles, les lunettes, les polos, les porte-clés, les bracelets, les escarpins, les sandales. Le son qui revient dans 3 défilés, c'est l'encéphalogramme plat.
Le pentagramme et les femmes brûlées pour sorcellerie. Les lames du plancher larges comme celles d'un cercueil. Et sur l'arbre, la corde du pendu. Le maquillage est forcément livide. C'est la signature McQueen, vraiment. Il y a zéro histoire de couleur, il n'y a pas de couleur. On est sur des tons ivoire, une peau de porcelaine poudrée. Les filles deviennent sans relief, les yeux ont l'air lointains, le blanc les éteint complètement. En fait, la mort est omniprésente. Il y a les femmes prêtes à donner la mort et les femmes qui ont vu la mort. Il y a les nœuds complaisants sur les poignets pour dissimuler les veines tranchées. Il y a les mannequins qui s'éliminent entre elles dans une partie d'échecs impitoyable. En 1997, Alexander McQueen explique que le concept de ce défilé Givenchy, ce sont des créatures qui ont été tuées par un serial killer, qui les a découpées et reconstituées et a donné les restes à manger aux oiseaux qui sont en cage dans le décor. Un serial killer que l'on voit dans ces défilés hommes, inspiré de Jack l'Éventreur. Un boucher avec son tablier à découper. Le motif corde est partout, sur le trench, sur la cagoule oppressante. Un motif corde décliné en jacquard sur des manteaux impeccablement coupés, McQueen a passé 2 ans dans les ateliers de Savile Row à Londres pour apprendre les rudiments de l'épaulette parfaite. La corde comme obsession, et si personne ne s'est alarmé de ce défilé à l'époque, aujourd'hui il laisse perplexe. L'ossement. McQueen sculpte des cages thoraciques. Accroche des squelettes dorés aux robes. Des squelettes de pans qui se posent sur les têtes. Les pans dans la mode, ça porte malheur. Donc forcément, j'en ai utilisé. Le trépas comme signature, ainsi les premières étiquettes de la marque, sont des boucles de cheveux sous plastique dans le dos, référence aux cheveux que l'on gardait comme souvenir des défunts à l'époque victorienne. J'allais chez les barbiers, les coiffeurs, et j'ai récupéré des cheveux tombés au sol. C'est comme un médaillon de l'époque victorienne. Au début, l'idée, c'était d'utiliser mes cheveux, de manière symbolique, comme un cadeau aux clientes. Le motif devient celui d'un scanner, comme celui de son cerveau qui avait déjà servi d'invitation à un de ses défilés. C'est vous, c'est un scanner de votre cerveau? Oui, c'est mon cerveau, il y a mon nom dessus. Alexander McQueen. Clinique de Londres? Oui, c'est le scanner de mon cerveau. Ça montre ce qu'il y a à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est de là que viennent les idées. C'est là où pensent les gens. Tout le monde a besoin d'espace et mon cerveau aussi. Un costume noir semble maculé d'argile, comme s'il remontait des catacombes, comme s'il avait été déterré. McQueen aime les zombies, il adore coller des lentilles qui éteignent le regard de ses mannequins. Et il se les inflige lui-même, saluant comme s'ils venaient d'outre-tombe. Il a représenté les spectres qui reviennent hanter la foule. L'hologramme désormais célèbre de Kate Moss. Et le paradoxe de ce défilé est de montrer un royaume de cadavres, mais très bien coupé dans les plus belles étoffes, les plus beaux cachemires. À l'époque, Alexander McQueen fait partie du groupe de luxe Kering. Son salaire serait de 10 millions de livres annuels. Il est considéré, adulé comme l'un des plus brillants couturiers au monde, qui est là pour durer. Comme un body bag, on est à la morgue. Et quelques jours plus tard, le choc est mondial lorsqu'à Londres, Alexander McQueen ne se donne aucune chance et se tue par overdose et pendaison.
Sa mère est décédée quelques jours plus tôt. La dépendance d'Alexander McQueen à la drogue provoque chez lui des dépressions de plus en plus insurmontables. Il disparaît la veille de l'enterrement de sa mère. Le 7 mars 2010 à Paris se réunit un très petit comité, quelques journalistes de presse quotidienne, des rédactrices de magazines de luxe, le photographe Mario Testino, tous assis sur des cubes en or pour découvrir les dernières créations sur lesquelles Alexander McQueen travaillait avant sa disparition. Une collection qui devait s'appeler Anges et démons. « 16 pièces d'un travail non achevé qui tournait le dos à la technologie pour se concentrer sur le Moyen-Âge et le religieux. Un défilé funérailles. Le rythme est cérémonial, très lourd, très lent. Karlie Kloss et sa démarche équestre, créature céleste, rouge et or. Une veste jugement dernier. On sait que la seule note qu'il a laissée disait « Désolé, je vous aime, prenez soin de mes chiens, PS, enterrez-moi à l'église ». On est en plein dans la messe. De l'or, de l'or, de l'or, digne des retables de Bruges. Des madones médiévales. De grandes capes noires avec des griffons fantastiques. Des motifs d'archanges dont les ailes se déploient dans le dos. Une vestale qu'il n'a pas vu finie d'être brodée. Collection d'autant plus empreinte de décorum religieux qu'elle a été dessinée alors qu'il savait que sa mère était dans la phase terminale de sa maladie. A-t-il aussi fait quelque chose pour vous? Non, je ne lui ai jamais demandé. Il a fait les pantalons de son père. Il a fait les jupes de sa sœur. Mais non, on ne le dérange pas. Il est bien trop occupé. Un caviar de pierre noire, une tenue de deuil spectaculaire. Et puis une robe dont le bas est rebrodé de fil d'or sur le manteau de plumes d'oie dorées d'un phénix. Personne ne salue à la fin, fondu au noir, rien. Les journalistes ressortent en larmes. Six mois plus tard, la presse internationale est conviée au nouveau défilé d'Alexander McQueen et on court pour ne pas manquer ça. Le sol reprend l'idée des planches de cercueil, mais de l'herbe a poussé entre les lattes, signe que la vie reprend. À la bande-son, on entend un sinistre bruit de cordes. Ce bruit de cordes assumé signifie que la maison osera continuer et respecter le goût du macabre de son fondateur. Longtemps, Alexander McQueen a dit que sa maison s'arrêterait avec lui. Si je vieillis, que je suis toujours en vie et que je quitte mon entreprise, je brûlerai tout. Personne ne pourra travailler ici. S'il a souvent pensé arrêter la mode, il a toujours continué par respect pour ses employés. Et c'est ainsi que la maison continuera après sa disparition. Celle qui lui succède, c'est Sarah Burton, entrée comme assistante en 1996, et on la voit à l'époque enfilant une à une les perles. Cachée derrière Alexander McQueen pendant ses interviews, alors que les collaborateurs démissionnent, se font virer, elle reste à ses côtés dans une abnégation fidèle. C'est ça la bonne couleur? Non, ce n'est pas la bonne couleur pour cette robe. Sur les images, on voit qu'ils ne se regardent même plus besoin de regard ni de mots pour se comprendre. Elle lui donne les ciseaux et surtout les épingles sans qu'il lui demande et il les prend sans un coup d'œil. Leurs mains se retrouvent instinctivement, les deux étaient en fusion. Il la prend même une fois par la main pour qu'elle salue avec lui à la fin d'un défilé. La voilà donc, figure de l'ombre, légitime.
Des hanches exagérées, nourricières. Une robe de blé, symbole de renouveau. Ce n'est pas une robe pour danser ou s'asseoir, est-ce de la mode ou du spectacle? Alexander McQueen aurait dit que c'est une illusion. C'est pour construire l'illusion, l'image. Quand il parlait de son travail, il ne disait jamais le mot mode, il disait illusion. Une illusion que je souhaite créer, l'illusion d'une collection. L'illusion, c'est ramener toutes ces illusions dans un seul film. L'illusion d'une femme, l'illusion d'un monde, l'illusion de la beauté, la chimère. Un salut sobre, Sarah Burton sera plébiscitée par la presse et quelques mois plus tard, le 29 avril 2011, elle devient mondialement célèbre avec cette robe virginale qui fait hurler la foule. La robe de mariée de Kate Middleton pour son mariage au prince William. Et voilà, l'histoire d'Alexander McQueen n'est pas finie. C'est un bon testament pour les gens comme moi qui viennent d'un milieu social ouvrier. Rien n'est déterminé. On peut faire ce qu'on veut dans la vie. Tout est possible.